demain, il y aura clairement à la fois des créateurs qui vont devenir des ambassadeurs et à la fois des Ouais. créateurs qui vont être à l'émergence d'une création d'une société parce que ce créateur, il a la bonne audience, il parle de ce problème déjà depuis longtemps. La vision des choses, en tout cas pour Obvious, c'est aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Quand tu as un panier moyen à 5K, tu vas faire 80-100 000 impressions. Clairement, si on n'est pas capable de générer un client sur 80-100 000 impressions, il y a un problème. Assez vite, finalement, on atteint des 20 000 euros par mois, à peu près de chiffre d'affaires. Moi, je sais que là, j'ai la mission d'aider à structurer ce marché parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la jungle. Salut Marc, Salut Théo. tu es le fondateur aujourd'hui d'une agence dont on va parler qui s'appelle Obvious. Par contre, Mm. tu as un CV long comme la main, tu es plutôt un sales dans l'âme, passé par pas mal de boîtes dont tu nous parleras, tu as eu quelques projets perso aussi. Avec ton expérience, tu es devenu finalement, de fil en aiguille, un peu gros à force de monter des équipes sales, de coacher, d'organiser, de mettre des process en place. Euh, Tout ça, c'est ce qu'on voit sur LinkedIn. Moi, j'aime bien aller un petit peu derrière les choses. Alors, je te propose de te présenter avant de commencer de plus loin que le plus jeune qui te Ouais. paraît relevant. Alors, raconte-nous qui tu es. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, je vis à Paris, en réalité à Boulogne. J'ai quitté le réel Paris. Euh, Moi, si tu veux, on va commencer, je pense, après les études. J'ai monté une boîte dans l'industrie de la musique Ok. qui a pseudo-marché, pas gagné d'argent, pas perdu d'argent, passé par The Family à cette époque-là. La boîte s'appelait Mudita et concrètement, ce qu'on faisait, et tu vois, il y a peut-être des similitudes un peu avec Obvious, c'est qu'on était un peu le middleman entre des organisateurs de soirées, notamment de musique électronique, et des artistes, mais Ok. on avait la volonté d'être le middleman en étant une plateforme pour simplifier la vie des organisateurs, pour trouver des artistes qui vont remplir leur salle, de pouvoir gérer toute la partie contrat, facture, logistique qu'il peut y avoir derrière un concert ou un festival. Finalement, on est plutôt devenu un outil pour les agences de booking d'artistes pour qu'elles gèrent Ok. mieux leur taf plutôt que faire ça sur Google Calendar, email, spreadsheet, etc. Elles avaient un outil tout en un pour simplifier le job du day-to-day et puis la collaboration entre les artistes et les organisateurs, donc festivals, promoteurs, etc. Donc voilà, j'ai fait ça, très très bonne expérience. Du coup, moi, ça m'a appris à rentrer dans le dur vraiment de ce qui a été après 5 ans de ma carrière, à savoir la vente. Où là, du coup, Ok. j'ai d'abord commencé par bosser sur une boîte pour une boîte qui s'appelle Datananas, qui a été rachetée par Sarbacane il y a 2 ans, qui était un outil d'automatisation de la prospection, un peu à la Lemlist. Oui. Donc là-bas, j'étais sales. Je me suis vraiment passionné par le sales. Lu énormément de choses, écouté énormément de choses, vu beaucoup de vidéos pour devenir meilleur dans mon job. Et je pense avoir plutôt réussi à bien comprendre comment réussir à vendre en B2B, en tout cas. Derrière, je suis passé par une boîte de chez eFounders qui s'appelle Bonjour.io, qui n'existe plus, mais super expérience où concrètement, on était un outil de visio destiné aux équipes commerciales dans Ah, lequel on allait ok. pouvoir enregistrer, transcrire, analyser les conversations des commerciaux pour comprendre ce que faisait ton top sales de différent des autres pour coacher les autres ou onboarder plus vite les nouveaux. Et voilà, ça a été un moment ultra enrichissant parce que je suis vraiment arrivé de day one, premier gars business, le produit n'existait pas. Mais et on a mis beaucoup de temps à chercher un product market fit. Et donc, voilà, il y a un peu un revers de la médaille où ça n'a pas toujours été simple, surtout en tant que sales, tu vois, quand tu n'arrives pas forcément à vendre, poser des questions. Derrière, j'ai rejoint Captain Data en tant que grosse. Donc, Captain Data, c'est un outil un peu comme Phantom Buster pour faire l'extraction de données, générer une base de prospects qualifiés de plein de sources différentes, genre LinkedIn, Google, Société Info, etc. Et là, adoré l'expérience, mais l'entrepreneuriat me titillait pas mal. Du coup, création de Follow, qui est une petite extension Chrome, gratos à tester au début, pour extraire des gens qui ont interagi sur un post LinkedIn, pour se créer une base de prospects qualifiés, parce que certainement, si quelqu'un commente un post qui parle du problème, je sais pas, de la gestion de la paye, bon, bah, c'était commercial PayFit, ça vaut peut-être le coup d'aller contacter ces personnes qui visiblement ont le problème de la paye. Derrière, création d'Obvious, qui est la boîte sur laquelle je passe 90% de mon temps, qui est une agence d'influence B2B. Donc concrètement, nous on aide des boîtes SaaS, des extensions Chrome qui ont vocation à aider des équipes dans des boîtes B2B dans leur quotidien. Et nous, on les met en relation avec des créateurs B2B, donc qui vont parler sur LinkedIn, potentiellement des fois sur YouTube, dans des podcasts, newsletters, etc. Agence d'influence B2B. Voilà, Ok. Hyper moderne comme concept. exactement. Bah écoute, ouais, c'est un peu surprenant. Je pense que moi, si tu veux, déjà quand j'ai lancé Follow, l'extension Chrome, je l'ai lancé via une campagne d'influence
qui a extrêmement bien marché. Donc ça, c'était début 2023. Et je pense que à cette époque-là, quelques autres boîtes avaient dû tester l'influence, mais elles n'étaient pas nombreuses. Il y avait Folk qui avait déjà fait pas mal de choses, je pense, et deux, trois autres. Euh, et du coup, moi, à l'époque où j'étais chez Bonjour, j'étais créateur. Ça me rapportait 80% de mes 10 rendez-vous par semaine, grosso modo, mes Ok, posts. ok. J'ai du coup vu le côté influence en lançant des campagnes pour moi, et puis aussi j'ai accompagné un peu, conseillé ou accompagné les copains de la French Tech à faire pareil. J'ai vu que ça marchait très bien. On a vu comment ça a fonctionné, même si dernièrement il y a eu quelques problématiques. L'influence B2C, mais clairement, l'espace de 2-3 ans, c'est passé de rien à un truc énorme. Moi, j'ai la conviction que ça va être la même chose sur le B2B, donc je pense que c'est le bon moment. Je veux dire, c'est hyper différent, j'ai quand même l'impression avec le B2C. C'est nouveau. J'ai l'impression il y a beaucoup de créateurs qui créent énormément de valeur, mais aujourd'hui, à mes yeux, elle est monétisée à 1% de ce que ça vaut. Et donc toi, tu arrives dans Mm, cette tendance, peut-être un peu pour créer ce marché. Limite, le marché existe, en fait, il y a l'offre, il y a la demande, mais il n'y a pas grand monde au milieu. Et honnêtement, je ne connaissais pas beaucoup d'acteurs ouais, dans ce niveau-là. je, je pense que, enfin, moi, je sais que là, j'ai la mission, d'une certaine manière aussi, d'aider à structurer ce marché. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la jungle. Les créateurs, ils sont démarchés, mais ils savent pas combien ils sont censés être payés pour un poste. Certains vont accepter de le faire gratuitement, certains vont accepter de prendre une commission en mode affiliation. Et je pense qu'il y a certains travers, des créateurs qui abusent, des clients qui abusent. Et donc voilà, je pense qu'on a une part de responsabilité avec l'agence, nous, de faire en sorte que tout soit plus transparent, à la fois côté client et à la fois côté créateur. Ouais, c'est intéressant parce que tu viens pour fluidifier le marché, tu as une problématique de marketplace. Clairement, je me reconnais beaucoup dans ce que vous faites parce qu'avec Samsara, c'est pareil, on cherche des acheteurs d'agences, des vendeurs d'agences. Et nous, notre job, c'est d'être en fait la plateforme qui match l'un avec l'autre. Mais globalement, notre Middleman. mission aujourd'hui, c'est ça. La mission, nous, aujourd'hui, c'est un peu d'éduquer. Et du coup, ma question, je te renvoie cette question. Vous, aujourd'hui, c'est quoi un peu votre mission et c'est quoi les premières actions que vous mettez en place pour un peu fixer ce problème-là? Bah, alors, nous, on va dire sur l'évangélisation, sur le fait que l'influence B2B sera la prochaine vague. Parce que, voilà, dernièrement, on a eu le content-led growth, ensuite, on a eu le product-led growth. Moi, je crois au CLG, creator-led growth, qui sera la future vague de demain. Et nous, ce qu'on fait, c'est que à la fois, certains des créateurs avec qui on travaille, donc aujourd'hui, tu vois, on travaille avec plus de 250 créateurs de manière régulière dans l'agence. Certains d'entre eux vont faire de la prise de parole sur le sujet de l'influence et du coup, bah, potentiellement nous mettre en avant soit moi-même, soit l'agence. Nous, là, on prévoit de faire de plus en plus de prises de parole aussi, que ce soit dans les podcasts, dans la newsletter, mais aussi dans des médias plus traditionnels. Et après, il y a beaucoup de choses qu'on va faire en co-branding, que ce soit dans l'événementiel, etc., pour, d'une certaine manière, créer une communauté, un peu comme tu vois aujourd'hui, les gros youtubeurs sont très soudés, ils vont faire des cross-posts, des cross-shows ensemble. Bah, l'idée, ça a été un peu de répliquer ça, je pense. Ok, justement, pour parler de cette évangélisation, on peut en profiter un peu de l'antenne. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de monde qui est capable de faire des belles audiences sur LinkedIn. Euh, Toi, tu arrives et tu essayes un petit peu de les aider à monétiser, si je comprends bien, de les mettre en contact. C'est quoi un petit peu aujourd'hui enfin, ce que tu as remarqué au niveau des influenceurs qui se font peut-être, je sais pas, arnaquer ou qui savent pas se vendre ou qui se vendent beaucoup trop cher? C'est quoi un petit peu les histoires behind the scenes qui Bah, peuvent servir à tout le monde? en fait, si demain vous voulez savoir en tant que créateur combien vous valez, ou en tant que potentiel client, combien vous êtes prêt à devoir mettre auprès d'un créateur. Nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que nos clients, ils investissent entre 5 et 20 000 euros par campagne. Et donc, ça va être une campagne qui va durer soit une dizaine de jours, soit des fois 2-3 mois. Mais c'est Ok. à peu près ça. Et par exemple, quand on nous donne 5 000 euros, nous, on sait que, et ça c'est contractuel, on va aller chercher à travers les différents posts des créateurs entre 80 et 100 000 impressions. Et en fait, nous, chaque créateur est rémunéré 50 euros par 1000 impressions. Mais on ne se base pas au résultat. Avec chacun des créateurs qui sont dans l'agence, on a passé 10, 20, 30 minutes pour bien comprendre ce qu'ils voulaient faire, leur ligne éditoriale, là où ils veulent aller, les sujets qu'ils abordent, etc. Et donc, on regarde sur les 30 derniers jours le nombre d'impressions moyennes qu'ils ont fait par poste. Admettons que toi, tu fasses des posts et ce soit 10K en moyenne par poste. Bah, je sais que sur le budget de 5 000 euros que me donne le client, il y a 500 euros qui vont aller chez toi. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, enfin, si vous êtes un créateur, si vous vendez auprès d'un client grâce à votre nombre de followers, c'est pas la bonne métrique à prendre. Elle est intéressante, mais aujourd'hui, il y a plein de créateurs LinkedIn
qui n'en sont pas réellement, qui peuvent avoir 250 000 abonnés, mais qui postent 2 fois dans l'année et qui vont faire 10 likes. Donc, aucun Ok. intérêt pour une boîte. Alors que bah, des fois, tu peux avoir des créateurs avec 7 000 abonnés, mais qui vont faire 20 000 impressions par post. Donc ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Donc regardez, le nombre d'impressions, deux, l'engagement qu'il y a dessus. Plus l'engagement est haut, plus c'est intéressant évidemment. Et derrière, quand vous commencez pardon, à travailler avec un créateur, nous aujourd'hui, en moyenne, quand on fait entre 80 et 100 000 impressions, il y en a 0,1% qui finissent en lead, donc entre 80 et 100. Et donc nous, c'est aussi quelque chose qu'on regarde dans le calcul du fee du créateur. C'est que je préfère, bah, tu vois, si j'ai un créateur qui fait 5 000 impressions mais qui convertit 0,3% d'entre eux, bah, il a plus d'intérêt pour moi que quelqu'un qui fait 10 000 impressions mais qui convertit 0,1. Oui, et puis après, il va y avoir les conversions vont être proportionnelles aussi au côté niche, enfin, ciblé de la campagne. Est-ce qu'elle a un rapport? Exactement. Et Ok, donc c'est du coup, hyper. derrière, ça appelle à la qualité de l'audience du créateur par rapport à ce que cherche à toucher le client. C'est ça, que ce soit à la fois de la qualité, à la fois que toi tu lui amènes le client qui a le produit qui est adapté. En fait, tu es en train d'essayer c'est génial, en fait, t'es en train d'essayer de mettre de la data et des stats et un benchmark derrière ces choses où, enfin, c'est vous qui a, entre guillemets, je dis que tu as inventé, mais c'est vous qui Ouais, commencez à faire ce travail de mesurer un peu comme une régie Google Ads. Maintenant, il y a des stats, mais au début, ils devaient faire, enfin, ils devaient mettre en place tout ça. Donc, vous le mettez en place à votre manière, quoi. bah, c'est ça, en fait. Moi, je pense que ça sera dans le long terme parce que, enfin, clairement, il y a très peu de barrières à l'entrée. Donc, si demain, quelqu'un veut faire une agence d'influence B2B, bon, bah, en soi, il peut. Maintenant, nous travaillons avec certains créateurs, mais je pense que si on leur dit, tiens, je te paye 2 fois plus cher dans mon agence que chez Marc, bon, bah, je pense qu'il ira peut-être chez lui. Donc, je pense que notre asset dans le long terme, ça va être effectivement la donnée. Parce que demain, tu es une boîte, dans 2 ans, admettons, tu veux commencer l'influence. Bon, bah, déjà, tu sais pas trop par où commencer, avec quel créateur bosser. Est-ce qu'il vaut mieux que tu crées le contenu pour eux ou est-ce qu'il faut juste leur envoyer un brief ou leur laisser total free sur ce qu'ils peuvent faire? Quel genre de contenu va mieux marcher? Quel genre de CTA? Quel genre de canal? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn? Est-ce que c'est plutôt YouTube? Et en fait, bah, nous, avec le temps, aujourd'hui, on commence à avoir des trends de ce qui marche le mieux, des créateurs qui fonctionnent le mieux, des formats qui marchent le mieux, des canaux qui fonctionnent le mieux, selon l'audience que tu cherches à toucher, ton panier moyen, le CTA que tu utilises. Ouais, c'est ça. Plus le temps passe, plus vous allez avoir un benchmark. Ça va être vous. Vous allez pouvoir Mm. comparer du coup en interne euh, les créateurs, les prix, etc. Ça permet. Ok, tu vois ça, ça. Donc si je me mets Et de l'autre donc, côté et maintenant et donc que c'est ça, en fait. je suis... Vas-y, vas-y. Excuse-moi, c'est juste que je pense que la vraie différence, c'est que demain, tu te dis, vas-y, j'ai envie de tester l'influence. 10 créateurs, je pense qu'ils sont pertinents, tu les testes, mais finalement, bah, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. C'est un peu comme quand tu investis en bourse, tu diversifies ton portfolio pour minimiser le risque. Un peu le même sujet, sauf que, bah, disons que si tu vas passer par moi, bah, en fait, je vais tout de suite te trouver ceux qui vont performer. Et donc, du coup, tu vas plus rapidement voir si l'influence, ça marche pour toi et si tu peux générer du ROI. Ok, non, c'est hyper clair. Et du coup, si je me mets de l'autre côté, donc du client, moi j'ai un truc à vendre. Tu m'as convaincu sur le côté influence. Tu m'as aussi convaincu sur le côté passer par quelqu'un qui, comme toi, qui est un peu l'intermédiaire et qui peut répartir, entre guillemets, le risque, faire un portfolio, limite, tu parlais de bourse. Euh, Mm. ouais, quel type, comment ça marche? Avec quel type de client tu bosses? Et moi qui y connais rien, tu vois, si demain je veux mettre en avant, par exemple, littéralement, mon, mon cabinet M&A pour vendre des agences avec toi, c'est quoi le process? Quelles sont les questions auxquelles je dois Alors, répondre pour, euh, alors, du coup, si on devait le faire ensemble, je t'avouerais qu'on partirait pas du bon pied. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Ok, créateurs, très bien. en tout cas la majorité avec laquelle on bosse, ont un peu du mal à promouvoir un service qu'ils n'ont jamais utilisé. Promouvoir un produit qu'ils n'ont pas forcément utilisé, mais potentiellement qu'ils ont pu tester 30 secondes, ils connaissent la proposition de valeur, ils captent, ok, ils savent que le produit il fonctionne, ça va. Mais un service, c'est un peu plus touchy, souvent parce que déjà le prix est beaucoup plus élevé sur du service que sur du produit. Et puis, bah, tu vois, si tu envoies des gens de ton audience vers toi et que ça se passe mal, bon, bah, ton image, elle en prend un coup. Ok, très bien. Alors que sur un produit, on t'en veut pas trop, on sait qu'un produit, il peut y avoir des bugs, etc. Donc, ce serait ça. Et en fait, moi, si tu veux, aujourd'hui, voilà, on bosse avec plus d'une quarantaine de clients. Donc, exclusivement des boîtes B2B. Tu vois, on a bossé je travaille avec Carmen, Legal Start, Pipedrive, Lusha, Folk. Ok. Là, on va lancer quelque chose. Là, on est sur une campagne pour Cinetic. On va lancer Lemlist. Et donc, Ok, donc plutôt du SaaS, du software. voilà, software ou extension pro. Mais, Ok. mais pour du B2B.
Que ce soit pour une audience de commerciaux B2B, pour une audience de marketeurs B2B, pour une audience de RH qui travaille en B2B, et ainsi de suite. Ok, donc et puis généralement quelque chose potentiellement lié autour enfin, du monde LinkedIn, j'ai envie de dire, tout simplement parce que LinkedIn c'est quand même la maison du B2B. Bah, c'est sûr que là, tu vois, si ton audience, nous, effectivement, les plus de 200 et quelques créateurs, leur canal principal de communication, c'est plutôt LinkedIn, mais certains peuvent avoir TikTok, Insta, YouTube, newsletter, podcast, voire Twitter, Ok. etc. D'autres ont plutôt le mail en YouTube ou d'autres en TikTok, mais c'est rare dans leur portfolio. Et en fait, comment te dire, c'est que il va. Excuse-moi, repose-moi ta question. Enfin, on en était où? Euh, j'ai perdu la question par Ouais, contre. pardon. Vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ben, en fait, en effet, quand on parle LinkedIn, du coup, c'est mesurable. Oui, c'est Ça ça, c'est commence à ça, c'est partir ça, c'est bon, je sur l'ai. YouTube, etc. Je l'ai, excuse-moi. Excusez-moi tous, désolé. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, c'est très simple et c'est cool pour un client B2B d'aller sur LinkedIn parce que le créateur, il a des stats, il est capable de dire la zone géographique, la taille des boîtes en moyenne, le persona, etc. qu'il voit. Quand on sort de cette plateforme et qu'on va sur du Insta, sur du YouTube, TikTok, etc., on va plutôt avoir des données démographiques type l'âge, homme, femme, etc., mais qui vont pas t'aider à savoir si vraiment il y a ton persona au sein de cette audience, à la différence de LinkedIn. Et c'est sûr que moi aujourd'hui, quand j'ai un client, on est en train de voir pour faire des choses avec certains, euh, où leur audience elle est peu ou voire pas du tout présente sur LinkedIn. Par exemple, je sais pas, admettons, tu as une solution pour aider les médecins. Bon, ben nous on va avoir beaucoup plus de mal de t'aider parce que on sait pas trop où ils sont tes médecins. Ouais, ok. Donc LinkedIn principalement. Et ok, donc là, LinkedIn ça c'est principalement. sur le produit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton expérience perso, vraiment sur comment tu as eu cette idée, comment tu l'as créée, par quoi tu as commencé. Aujourd'hui, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu as du monde? Comment tu es passé de Ouais, 0 à 250 personnes en portefeuille? Comment tu as trouvé ces 40 clients? Euh, ouais. c'est quoi Behind the Scenes? Alors, du coup, pour t'expliquer, donc j'en ai parlé brièvement, mais à une époque, moi, j'ai été créateur sur LinkedIn pendant 2 ans quand j'étais chez Bonjour, et j'ai vu qu'en tant que créateur, on pouvait faire de l'awareness, mais on pouvait aussi générer des leads avec du contenu sur LinkedIn. Là, il y a 4-5 ans, moi, c'était à peu près à ce moment-là, je pense que ça commençait à structurer. Aux US, ça l'était déjà un peu. En France, il y avait que quelques créateurs qui commençaient à faire pas mal d'impressions. Moi, j'avais commencé, je faisais 2-3 000 impressions par poste. À l'époque, quand j'ai arrêté, c'était plutôt autour de 30 000 en moyenne. Et donc ça, c'était un premier sujet. Deuxième sujet, je t'ai dit que j'ai lancé mon extension Chrome, la Follow, début 2023 via une campagne d'influence qui a extrêmement bien marché. À savoir que j'ai mis à peine 10K de budget et j'ai généré 500 leads sur le moment de la campagne qui a duré 6 semaines et 700 qui ont suivi grâce aux 500 premiers dans les mois qui ont suivi. Et donc, ROI x 10, grosso modo. Et donc, je me dis, il y a un vrai sujet. Là, tu vois, cette boîte, je vais revenir dessus, mais je l'ai cofondée avec mon associé qui est aussi ma femme, qui, elle, vient du monde de l'agence plutôt B2C, dans une agence qui s'appelle Revolver, et qui va notamment fait du 360, mais qui peut aussi faire de l'influence B2C. Et donc, voilà, disons qu'un petit peu tous les points se sont connectés. J'ai été créateur, j'ai lancé une campagne pour Follow, ça a bien marché. Je vois qu'il y a certaines boîtes type Folk, etc., qui commencent à investir de plus en plus. Je parle d'influence avec ma femme et on se dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire sur le B2B. Donc, on lance, enfin, vraiment, sortie d'été, on se dit, franchement, viens, on le tente. Donc, en octobre, moi, je commence à pinguer un petit peu. Tu vois, ça fait 6-7 ans que je suis dans le monde du SaaS, un French Tech, etc. Donc, je demande un peu aux copains, au marketing, CEO, sales, s'ils ont déjà testé l'influence dans leur boîte. Certains, la grande majorité me disent que non, mais en vrai, intéressant, why not? Et je vais voir quelques créateurs en leur demandant est-ce que tu as déjà fait des posts sponsors, est-ce que ça te chaufferait d'être payé pour faire des posts, quoi. Et bon, bah là, forcément, côté créateur, c'est assez simple de les avoir. Côté client, bah, j'ai commencé, même si j'ai été sales grosse, que j'ai utilisé plein d'outils, j'ai commencé à la mano, la prospection. Donc je suis allé dans mon réseau, vers mon network LinkedIn, regarder tous ceux qui étaient dans ma cible. Je les ai contactés en mode Hello, est-ce que tu as déjà envisagé de faire de l'influence pour générer du lead, faire de l'awareness? Je bosse avec ces créateurs, certains pourraient être chauds de promouvoir ta boîte, est-ce que tu veux qu'on en parle? Grosso modo, Ok. aussi simple que ça. Donc on va chercher le premier client qui était Carmen, donc première campagne en novembre, début novembre, je crois, 2023.
Et je continue à faire ce process en décembre, en janvier, en février, en mars. Assez vite, finalement, on atteint les 20 000 euros par mois, à peu près de chiffre d'affaires. Et là, en fait, depuis un mois et demi, je commence à préparer un peu le scale qui va vraiment arriver, je pense, sur le Q4, enfin, entre septembre et décembre. Où là, en fait, jusqu'à maintenant, moi, je m'occupais de la prospection, je m'occupais d'aller sourcer des créateurs et je m'occupais de la gestion des campagnes. Et puis après, bon, bah, tout le job que tu as derrière sur une boîte. J'ai commencé en freelance, créé la SARL il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Et donc, bonjour l'URSSAF, on t'adore. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, j'avais un peu ces grandes missions-là de sourcer des créateurs, trouver des clients, gérer leur campagne. Ouais. Ensuite, là, j'ai ma femme, du coup, qui prend le relais, on va dire, sur le sourcing des créateurs pour l'instant. Et derrière, je pense que c'est quelque chose qu'on délèguera. Qui, elle, commence aussi à gérer des campagnes. Et moi, le but, c'est de sortir au maximum de l'opérationnel, donc de la gestion de campagne, là, dans les prochains mois. Et vraiment qu'en septembre, j'en fasse plus du tout de campagne. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas vouloir embaucher des gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de prédictabilité dans l'agence pour se dire, enfin, tu vois, je sais pas il y a un mois, je peux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, un mois, je peux faire 8. Donc, moi, je veux pas avoir des charges fixes et donc des CDI à payer et potentiellement avec des mois où je me retrouve dans la merde parce que bah, on a vendu moins de campagne, donc la trésorerie en prend un coup. Donc, on travaille avec des freelances qui sont soit des personnes qui ont fait de l'account management et qui n'ont pas trop d'affinité avec l'influence de prime abord, soit des personnes qui ont beaucoup bossé dans l'influence, plutôt B2C, mais du coup qui connaissent un peu les mécanismes. C'est un peu la même chose malgré tout en B2B. Donc, là, le modèle qu'on est en train de mettre en place, c'est que moi, j'utilise les comptes de ces freelances pour faire la prospection en leur nom. Je m'occupe Ok. de gérer les réponses. Donc, je joue un peu le rôle d'un gros plutôt que moi d'envoyer des Ouais. messages sur LinkedIn à la main tout seul. Après, j'ai commencé à l'automatiser. Et maintenant, plutôt que d'envoyer des messages uniquement depuis mon compte, eh ben, j'en ai aujourd'hui 4 autres qui sont ceux de mes freelances. Du coup, je peux contacter 4 fois plus de personnes. Donc, Hmm. si on fait un truc simple, c'est pas toujours comme ça, mais potentiellement, du coup, 4 fois plus de clients. Je fais tous les premiers rendez-vous avec ces prospects pour valider qu'ils ont envie de faire de l'influence, leur budget, la cible, etc. Et ensuite, une fois que c'est dealé, et ben là, ça passe dans la main de l'un des freelances, ou de l'une des freelances, pour faire le brief avec le client et faire toute la gestion de campagne jusqu'à la fin et checker les résultats. Ok, ça commence à être pas mal. Je sens que tu vas vite atteindre le moment où ça va être. Tu vas plus pouvoir gérer ça dans un Google Sheet. Il va te falloir un CTO là. Ouais, et donc du coup, effectivement, tu vois, aujourd'hui, toute la partie gestion, etc., pour l'instant, ça tient, mais j'ai bossé un peu dessus pour faire quelque chose de propre dans Notion, qui donne Ok. à la fois de la simplicité pour les gens dans la boîte et de la visibilité sur ce qui se passe, qui va faire les tâches, où est-ce qu'on en est sur la campagne, qu'il faut relancer, est-ce que la facture est payée, ainsi de suite. Mais aussi qui permet facilement aux clients et aux créateurs d'avoir un accès à la campagne et de savoir avoir accès au brief, de voir leurs résultats, etc. Mais disons que là, le sujet s'est posé, potentiellement de lever des fonds, etc. On le fera pas, en tout cas pas aujourd'hui. Et on veut rester une boîte de service, donc on va pendant encore au moins 2 ans, je pense vraiment rester agence. Mais effectivement, disons que le Notion aujourd'hui, il est utilisable uniquement par nous, grosso modo. Le but demain, c'est peut-être d'en faire quelque chose en no-code ou qui est un peu plus poussé et qui peut potentiellement donner accès à des gens sans me parler. Et demain, effectivement, plutôt qu'ils arrivent dans une interface où ils disent, bah voilà, j'ai telle audience, j'ai tel budget, je voudrais cibler telle région, et ainsi de suite. Nous, on leur propose des créateurs et puis derrière, ils ont quand même un humain pour gérer la campagne avec eux. Ouais, c'est hyper intéressant. Je te posais ces questions de structuration parce que, comme on disait tout à l'heure en antenne, donc qu'est-ce qui intéresse entre guillemets notre audience et moi le premier, c'est ok, comment tu Mm. t'es lancé, comment tu as structuré. Et je trouve que c'est intéressant ta vision de dire euh, non, on lève pas des fonds, non, on recrute pas, on reste solopreneur. On commence à dire on va prendre le temps de rester entre guillemets notre place et avoir un système qui fonctionne comme il fonctionne, mais on va rester deux jusqu'à atteindre une certaine stabilité de chiffre d'affaires pour se dire, ok, on a eu ces 6 mois, c'est un an, on a bossé comme des oufs, on a bien gagné, mais maintenant on est assez sûr et on peut commencer à se structurer. Euh, Mm. je pense que c'est un passage voilà, qui parle à beaucoup de monde. Et vous avez la chance aussi déjà d'être deux, chacun son côté de la Ouais, marketplace. ouais, exactement. Et disons que quelqu'un m'a dit ça une fois.
et c'est pas dans mon caractère d'habitude, je suis plutôt quelqu'un d'impatient, mais pour faire écho à ce que tu dis, c'est que là, ma vision des choses, en tout cas pour Ovio, c'est aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Et donc là, je préfère voilà, mettre en place des fondations solides, que ce soit dans notre façon d'acquérir des clients, d'acquérir des créateurs, de satisfaire nos clients. Et une fois que tous les process, les méthodes sont bien calés, et je sais que c'est vraiment scalable et prédictible, et ben là, je fais rentrer du monde. Ok, et justement, toi, du coup, maintenant qui est en train de te dégager du temps pour redevenir un petit peu le sales de la boîte, qui est plutôt, j'ai l'impression, ta zone de génie, sales growth, Mm, tu as ouais. parlé d'une expérience où c'était frustrant parce que tu faisais bien ton taf, mais le produit se vendait pas. Tu as parlé d'une autre expérience après où j'ai cru comprendre que ça se vendait comme des petits pains, ça marchait bien. Ouais. Aujourd'hui, enfin, comment tu le vois, du coup, quand c'est ta propre boîte? Est-ce que direct, tu Moi, as eu pour ton product market Obvious, fit ou, ouais, franchement, pour le coup, là, on a parlé de ce que j'ai fait et ce qui s'est concrétisé dans mes expériences. Mais si tu veux, moi, à côté potentiellement de mes jobs, j'ai dû tester de lancer, je sais pas, 10, 12 side projects pour tester. Et des fois, le produit n'a jamais existé. Des fois, c'était un fichier Excel qui faisait office de produit, grosso modo. Mais donc, du coup, je sais que j'ai jamais, enfin, c'est assez rare. J'ai pas eu ça avec d'autres boîtes, un product market fit aussi fort d'un coup. Parce que clairement, entre le moment où j'ai commencé à envoyer un premier mail et la première signature, il s'est passé 3 semaines. Et là, je te dis, on a plus 40 clients, et je sais que on est tout en bas de la montagne, que le marché il va être énorme. Donc, ouais, voilà. Ok, Très gros market fit, très gros product market fit. Enfin, trop bien. product. Mm. Et une question que je me pose, c'est que du coup, tu es quand même en concurrence avec d'autres agences marketing qui vont être sur d'autres types d'acquisitions. Il y en a beaucoup qui sont mesurables, comme tout ce qui est paid ads, Google Ads, tes stats, etc. Toi, pour l'instant, déjà, tu as trouvé des stats un petit peu pour mesurer qui sont le nombre d'impressions, etc. Mais c'est quoi un peu la vision des clients, des marques sur le côté, bah non, on peut pas vous promettre un résultat, on peut, enfin, en tout cas en termes de vente, en termes de lead. C'était quoi les débats? C'est quoi ta vision là-dessus? Comment tu penses que ça va évoluer à ce niveau-là? Bah, alors, la façon dont ça va évoluer, c'est sûr que plus tu vas attendre, plus ton coût par lead il va être cher, parce qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont s'y mettre. Et donc, le C'est vrai. marché, il sera plus crowded, il y aura plus de monde, Saturé, on va il y dire. aura plus de Ouais. bruit, plus saturé, merci. Donc il y aura plus de monde, plus de bruit, donc forcément ça sera plus dur pour toi de sortir du lot. Aujourd'hui, l'influence, je pense qu'il y a à peine 1% des boîtes B2B qui en font, donc très vite tu peux te démarquer. Donc ça c'est un premier sujet. Deux, on va dire que les sujets qui peuvent refroidir, en fait, euh, je l'ai vu quand tu vends à de l'enterprise et que tu vends des deals à des centaines de milliers d'euros, ça devient beaucoup moins pertinent, sauf si on a une approche account-based marketing dans l'influence où on va travailler avec des créateurs qui eux-mêmes ont les bonnes personnes au sein des comptes cibles que le client veut. Et là, potentiellement, on peut réfléchir Hmm. à des choses, mais qui du coup sont très différentes. On va pas faire du post, on va peut-être organiser, je sais pas, un webinar entre le créateur et la boîte pour faire du co-branding, enfin voilà. Et à l'inverse, quand tu as un panier moyen très bas, tu vois, je sais pas, 10, 20 euros par mois, 30 euros par mois, ton produit. Euh, Grosso modo, ce que je dis à un client, c'est si tu as un panier moyen en dessous de 1000, 1500 euros par an, tu vas avoir du mal à faire du ROI sur l'influence B2B. Ok, très Donc, intéressant. le sweet spot, il est au milieu. Clairement, tu vois, quand tu as un panier moyen à 5K, bah, tu commences avec nous à 5K, tu vas faire 80, 100 000 impressions. Clairement, si on n'est pas capable de générer un client sur 80, 100 000 impressions, il y a un problème avec ton produit. Ouais. Non, en tout cas, j'ai vraiment l'impression quand je te parle que c'est un espèce de métier d'avenir ou niche encore pas du tout exploité et que une boîte SaaS qui est très B2B, très LinkedIn friendly et qui vient de voir, et j'imagine même qui pourrait faire un truc à l'année en disant, écoute, nous, c'est notre audience, on est dans cette ICP dont tu parlais de panier moyen, etc. Toi, tu connais tout le monde. Et tous les mois, on veut qu'on parle de nous. Tu parlais de Folk comme exemple, qui ont l'air d'être très puissants. Quelqu'un qui viendrait et qui ferait la même Alors, stratégie je que précise eux juste que via toi. Folk, on a fait une campagne avec eux. Tout le reste revient à Erwan. C'est la couronne, elle est à Erwan. Moi, j'ai juste aidé sur une campagne. J'ai pas géré tout ce qu'ils font sur l'influence. Ok, Erwan, c'est. C'est le gros de chez Folk. Ok, ok. Mais justement, ce que je disais, c'est qu'eux, ils l'ont fait sans avoir peut-être besoin d'une agence au début, mais ils ont peut-être montré le modèle, montré le chemin que d'autres boîtes qui ont les moyens pourraient venir te voir, toi, et dire, ok, on va faire comme eux, et pendant un an, on bombarde, on bombarde. Et j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais Ouais. presque. Bah, disons que oui, je pense que plus tu t'y métaux, mieux c'est, parce que Comme le effectivement ton Bitcoin. coût par lead il va augmenter. Ouais, grosso modo.
Euh, mais, mais, euh, mais tu vois, nous aujourd'hui, parce que moi j'ai pas envie de garder un client qui est pas content. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt lancer une campagne test où tu vois, ils vont mettre du 5, 10 000 euros. Comme ça Ok, permet de voir si le canal il marche pas du tout pour eux. Ça peut arriver. C'est arrivé deux, trois fois. ok, Le canal, ok, ça va, mais on a un meilleur coup par lead avec du SIA, avec du SEO, que sais-je. Mais du coup, on a quand même envie de creuser un peu plus, donc on va peut-être relancer une campagne pour voir si, avec certains créateurs, on peut peut-être aller optimiser le coup par lead. Et il y en a pour qui bah, ça marche mieux que n'importe quel canal. Et du coup, bah, très vite, en fait, on s'engage à faire des campagnes tous les mois. ok. Et justement, tu parlais du coup de ton, on va dire, ton ICP, en tout cas la cible idéale pour toi, pour que ça marche, fait un panier moyen 1000-1500 minimum par an. En termes de taille Mm. d'entreprise, est-ce que eux, ils font en Mm. termes de canal d'acquisition, est-ce que c'est des boîtes qui font déjà beaucoup de Google Ads, beaucoup de machin? T'arrives où, toi, dans le mix marketing? Ouais, alors effectivement, généralement, ils ont d'autres canaux. Grosso modo, quand je vais voir des boîtes toutes petites, seed, allez, presque série A, nous des boîtes 1, 10, 1, 15 salariés, euh, celles qui n'ont pas de lever de l'argent, elles le feront jamais, parce que ça serait un trop gros budget pour elles. Là, Ok, d'un coup, de mettre 5K sur un truc, le feront pas. En tout cas, pour l'instant, ils l'ont pas fait avec moi. ok, Du coup, c'est plus pertinent pour les boîtes qui sont post-série A ou qui ont trouvé leur product market fit et qui vont commencer à vouloir accélérer et du coup tester peut-être différents canaux. Elles en ont peut-être déjà trouvé un qui marche bien, potentiellement la prospection, et elles ok, continuent d'investir là-dessus, mais maintenant elles veulent tester différents canaux, le SIA, le SEO, l'affiliation, le partnership, l'influence. Et donc nous, ok. on rentre un peu là-dedans pour tester un peu tous ces canaux et voir bah, si c'en est un sur lequel il faudra investir demain chez eux. Et après, il y a des boîtes beaucoup plus grosses où tu vois, par exemple, je sais pas, Pipedrive où ils sont des centaines de salariés, je crois ils sont 500, 600, Legalstart ils sont 300, Lusha ils sont 300, où eux ils arrivent plus vers nous dans une volonté soit de tester un marché dans lequel ils sont pas trop présents ou ils ont des difficultés à rentrer. Par exemple, Ok. Pipedrive ils ont un peu de mal en France par rapport à d'autres marchés. Et donc l'idée c'est d'utiliser la notoriété et l'autorité et des créateurs pour rentrer plutôt que eux d'y aller avec leur bite et leur couteau. Donc c'est ça, ou certains juste bah, milieu concurrentiel. Je sais pas, tu vois, si on devait faire une bataille entre Salesforce et HubSpot, Ouais. bah, ils savent que potentiellement ils perdent des deals les uns contre les autres. Et bah peut-être qu'il y en a un qui veut juste être le plus visible possible, plus être dans une dynamique d'awareness. C'est pas très grave s'il n'y a pas du ROI tout de suite, mais c'est juste de faire plus de bruit que le concurrent. Ok. Ouais, donc c'est un bon rappel de se dire que, on va dire, c'est limite expérimental quand, enfin, un type d'acquisition où ça va pas être la priorité. Par exemple, moi qui vends du SEO, je dis toujours, si t'as pas ton produit market fit, si t'as pas un canal d'acquisition paid où tu sais que tu mets 1 euro, t'en gagnes 2, va pas encore construire ton funnel SEO. Et on est totalement d'accord que ça vient après. Mm, Quand tu as un truc qui tourne, tu veux te construire des actifs. Toi, c'est pareil. Tu construis cette exact. awareness. Tu as déjà C'est ça. c'est l'étape où tu as un budget marketing. Le concept de budget marketing, c'est pas les freelances qui sont à 20K par mois qui ont ce concept. C'est OK, on parle d'une grosse boîte qui a déjà plusieurs dizaines d'employés. Et OK, c'est hyper clair. Et c'est ça. Et en fait, si tu veux, comme effectivement, tu vois, moi j'étais sales, puis après grosse, comme pour 97% de nos clients, c'est la première fois qu'ils font de l'influence avec nous. Je leur dis, il faut vraiment qu'on le voit d'une vision grosse sur de l'expérimentation où on va tester différents créateurs avec différents formats, avec différents CTA, avec différents canaux pour très vite comprendre est-ce que ça marche mieux sur Insta ou sur LinkedIn, de faire de l'influence B2B, est-ce que ça marche mieux sur du format vidéo ou du format carousel, est-ce que ça marche mieux avec un CTA sign-up ou via mon webinar. Et le but, c'est d'itérer comme ça pour trouver ce qui fonctionne le mieux et qu'au bout d'un moment, au bout de 3 à 6 mois, certains des créateurs avec qui on a collaboré, avec plusieurs dizaines de créateurs, Ouais. tu arrives à trouver tes 3, 4, 5 qui finalement deviendront demain des ambassadeurs avec qui tu pourras travailler tout le temps, où tu sais qu'ils sont prédictibles et à chaque fois qu'ils font X impressions, tu as X leads, tu as X revenus. Ok, tu vois, le mot prédictible, tu l'utilises une nouvelle fois, et c'est ça que j'aime bien, en tout cas dans cette discussion, c'était hyper intéressant parce que tu as démystifié ce monde où clairement ça peut faire peur parce que t'as pas de data, t'as pas d'historique, t'as pas de benchmark ou de track record, donc vous êtes en train de le Mm, constituer. Quelques chiffres du coup que je retiens, c'est pour commencer une campagne, on va dire un budget moyen entre 5 000 et 20 000 d'un mm. côté client. Côté créateur, tu parlais de quoi? À partir de 50 euros par 50, poste. alors 50 euros 1000 impressions et nous aujourd'hui, les créateurs, on va les payer entre 2500 et 5000 euros le poste. Entre 250.
pour conclure, petite question vision. Alors là, Ouais. tu as commencé vite, ça avance, tu m'as un petit peu donné le programme jusqu'à la fin de l'année. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans, 3 ans? C'est quoi un peu le rêve? Ouais, c'est un sujet mouvant, mais bon, logiquement, on devrait aller dans cette direction-là. Avec Jenna, ma femme, et mon associé, on veut tendre d'être un média. Donc vraiment, là, je te parle plutôt 5 ans. Le but, c'est que demain, on réussisse à créer un média où quand tu as envie de parler de business, plutôt de regarder la chaîne BFM, tu ailles sur la chaîne YouTube, Ok, grosso modo. Et entre-temps, le but, bah, là, c'est sur cette verticale de l'agence qui est d'aider des boîtes B2B à gagner en visibilité et à générer des leads. Continuer à faire ça pendant 2 ans, continuer à scaler ça. Là, je pense que assez rapidement, parce qu'on commence à avoir des demandes de créateurs qui, selon moi, ont un énorme potentiel de devenir des vraies têtes d'affiche, tu vois, alors Tony Bourbon, un ok. peu. Tu sais, qui va être mon associé, etc., qui avait monté Feed, qui aujourd'hui, voilà, il est très très visible. Et on a un peu envie de reproduire ça avec certains créateurs qui, eux, ont déjà une belle audience, qui sont en train de faire des choses très intéressantes, très créatives, où tu vois, ils vont aller créer des nouveaux concepts, des nouveaux formats, ils vont mettre du gros budget en production. Donc nous, ça va être de les aider, sur la production, et donc à level up leur game et leur brand, hein, et de les accompagner Ok. là-dessus, mais aussi nous de gérer, on va dire, leur carrière business sur le côté créateur, où on va aller chercher leurs sponsors pour eux, parce qu'ils vont le mois prochain lancer un truc YouTube sur tel truc, il leur faut un sponsor. Et justement, sur leur carrière business, comme tu disais, un truc que j'ai Mm. remarqué, enfin, j'ai l'impression que c'est une tendance de fond, mais qui commence pas mal aux États-Unis, sur les créateurs, c'est au lieu d'aller gagner de l'argent à sponsoriser X, Y, Z, c'est de plus en plus de personnes qui, à la MrBeast, ont vraiment leur propre produit. Peut-être que ça va être version en Ouais. partenariat avec quelqu'un, mais d'un coup, c'est non, je me promeux moi-même au travers de cette création. Est-ce que tu as des exemples comme ça? Ouais, alors ça pour l'instant j'ai pas forcément d'exemple, mais c'est sûr que qu'en réalité un créateur quand tu arrives à un certain niveau, vaut mieux que tu promeus tes propres produits et services que ceux de quelqu'un d'autre. Parce que ok ça met du beurre dans les épinards, mais en réalité tu feras beaucoup plus d'argent en promouvant ce que tu as fait toi. Et donc du coup, si on arrive à un moment, à ce moment-là avec certains créateurs, bon moi tu vois j'ai un peu une idée de boîte long comme le bras en SaaS. Et je Ouais. crois à ce modèle, je sais plus qui parlait de ça, c'est un mec aux US qui a fait une agence, etc., qui aujourd'hui va vraiment s'associer avec un créateur dans la création du business. Donc en gros, nous, ça serait de dire, ok, bah tiens, vas-y, il y a peut-être ce logiciel. Harold Gardas, il a clairement la bonne audience pour. Du coup, tout de suite, on a l'audience, on a le média pour distribuer. Ça va être facile. Derrière, nous, on construit le produit que lui, il va pouvoir promouvoir. Et lui, il a une part de cette boîte parce que c'est notre porte-parole, tu vois. Je suis totalement d'accord qu'il y a un business, enfin un modèle qui va émerger comme ça. Je sais pas exactement comment, mais ça va dans ce sens-là. Ouais, Ou bah, même ce sera peut-être. des créateurs-led compagnie, j'en sais rien. Ah ouais, non, c'est bien ça. J'ai appris 2 mots grâce à toi aujourd'hui, mais ça c'en est un. Et même déjà à petite échelle, à moyen terme, toi qui commences à essayer enfin, à récolter de la data sur quel créateur match bien avec quelle compagnie, il y a bien un jour, il y en a un qui va dire non, mais moi je veux être juste avec toi, et on a un deal d'apporteur d'affaires où je prends 10% enfin, un certain pourcentage de la boîte Exactement. est terminé quoi. Alors, ce qui se fait déjà pas mal avec l'affiliation, mais c'est encore un peu, je trouve, avec des bâtons, et, enfin, c'est pas ouf. Mais oui, je pense que, en tout cas, demain, il y aura clairement à la fois des créateurs qui vont devenir des ambassadeurs et à la fois des Ouais. créateurs qui vont être à l'émergence d'une création d'une société parce que ce créateur, il a la bonne audience, il parle de ce problème déjà depuis longtemps. Maintenant, on apporte une solution qu'on co-crée avec lui et que lui va pouvoir distribuer. Et ce qui est génial, c'est que chacun reste dans sa zone de génie. Le créateur, il crée. La personne qui s'est créé le SaaS, il fait ça. Et je suis d'accord avec toi. Exactement. Dans quelques années, bon, on verra ce qui se passe. Mais en effet, Moi, mais t'es j'y crois en bien en tout cas. marche. Trop cool. Marc, c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je te remercie. Grave, Je pense que ça va cartonner. Hyper avec content. plaisir. Donc, si les gens veulent rentrer en contact avec toi, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est LinkedIn? Plutôt LinkedIn, Marc Richard, Obvious. Voilà. Trop cool. Eh ben, on te retrouvera. Génial. Merci beaucoup. Cool. Merci d'avoir Ciao. accepté mon invitation et bonne semaine. Avec grand plaisir. Salut. Ciao. Ciao, salut.